Eh bien, bonsoir et bienvenue dans notre dernier volet de la Digital Week à Gamme Entreprise. Donc, écoutez, je suis très heureux de vous rejoindre à mon tour pour vous présenter une nouveauté Allen Ennis, qui est une matrice, vu qu'on est sur les sujets d'intégration cette semaine. Et donc, cette matrice s'appelle l'AHM64. Ce n'est pas facile à prononcer. Mais voilà, on va détailler un petit peu tout ça. Alors, tout d'abord, vous avez toujours le chat, vous pouvez poser vos questions, il n'y a pas de souci, on va essayer, on répondra régulièrement à toutes les questions que vous pouvez vous poser. Et puis, n'oubliez pas, nos présentations sont également enregistrées. Donc, vous aurez le loisir de retrouver tout ça ultérieurement si vous le souhaitez. Voilà. Alors, écoutez, ma présentation va se dérouler en 3 parties. On va commencer par une présentation générale. Donc, regardez plutôt les caractéristiques générales de cette machine en termes de hardware, mais aussi détailler un petit peu l'écosystème qui va autour de cette matrice HM. Vous allez voir que c'est un des aspects très intéressants de cette solution. Et puis ensuite, nous allons nous intéresser aux fonctionnalités principales en termes de processing dont on dispose avec cet outil. Et puis pour finir, en fait, un petit résumé un petit peu de ce que je trouve intéressant dans cette solution. Voilà, donc écoutez, on commence directement par cette présentation déjà générale du hardware de cette matrice Allen Ennis. Alors, cette AHM64, vous voyez, on a en termes de processing, on a quand même la possibilité de gérer jusqu'à 64 entrées et de router, mixer ces 64 entrées vers 64 sorties, 64 bus, devrais-je dire, parce qu'en réalité, les sorties, ce sont des voies qui sont équipées d'un processing complet, etc. On va regarder un petit peu tout ça en détail. En ce qui concerne la technologie du moteur utilisé, c'est un aspect aussi très intéressant de cette matrice-là, c'est qu'on a quelque chose de très, très qualitatif. On est au-delà des applications de public adresse. On va pouvoir, avec cette machine, aussi adresser des applications beaucoup plus pointues, en fait, beaucoup plus exigeantes en termes d'audio, dans la mesure en fait, où le moteur en fait, est directement issu des consoles les plus haut de gamme, les D-Live de chez Allen, qui ont depuis quelques années déjà fait leurs preuves en termes justement en termes de qualité. C'est un moteur audio à 96K avec une latence ultra faible. Et une qualité intrinsèque de processing qui est vraiment très très grande. Voilà, on aura l'occasion de redétailler un petit peu tout ça. Alors, vous apercevez ici la face avant de la machine. Donc, ça reste globalement une boîte noire. Hein, ce n'est pas un produit hyper sexy à regarder. On a juste sur cette face avant quelques LED, mais on a effectivement un produit rackable. Évidemment, tout va se trouver à l'arrière. Donc, sur la face arrière de notre machine, on va retrouver, vous allez le voir, hop, je vais activer le petit pointeur laser que j'ai oublié de faire auparavant, et voilà, on a un joli petit point rouge. Alors, on dispose effectivement d'entrées locales, vous voyez, on en a une douzaine, et puis des sorties locales également. Et bien évidemment, on va pouvoir faire grossir le nombre d'entrées-sorties pour, vous l'avez compris, processer jusqu'à 64 entrées et vers 64 sorties. Donc, ces extensions de système, on va pouvoir les faire de diverses manières. La première manière, ça va être d'utiliser le port S-Link. Alors, le S-Link, c'est très intéressant parce que c'est un format qu'on utilise déjà en fait sur les consoles numériques Allen Ennis. C'est une espèce de port intelligent qui va nous permettre de connecter des boîtiers distants, ou ils peuvent être aussi localement à proximité de la matrice principale, et qui vont nous permettre justement de faire grossir le nombre d'entrées-sorties vers différents formats. On va détailler un petit peu tout ça ultérieurement également. Donc ça, c'est une manière de faire grossir notre matrice. L'autre manière, c'est vous voyez, on dispose d'un slot
Et ce slot a une capacité en fait, d'entrée-sortie qui est assez colossale. On va pouvoir injecter dans ce slot 128 modulations ou récupérer 128 modulations. Donc, on va détailler aussi qu'est-ce qu'on peut mettre comme carte dans ce slot pour faire grossir le format d'entrée-sortie de notre matrice. Ici, vous allez retrouver sur la partie gauche l'alimentation en secteur en 230 volts, qui est elle-même, qui peut être redondée avec une alimentation courant continu en 12 volts. Donc ça, c'est intéressant pour certaines installations qui requièrent cette alimentation de sécurité. Évidemment, toute la partie contrôle de notre matrice, là, c'est évidemment un aspect très important sur les matrices aujourd'hui, c'est comment on va les piloter. Donc, évidemment, tout se passe avec un port network, un port IP. Et on va détailler aussi toutes les possibilités de contrôle très bientôt. Et puis pour terminer, quelques contacts secs. Vous voyez, GPIO, 2 entrées, 2 sorties. Donc ça va par exemple nous permettre de connecter un dispositif d'alarme, de détection incendie, par exemple pour muter l'audio de notre matrice pour laisser la place, par exemple, au message d'évacuation d'une sonorisation de sécurité, par exemple. Voilà un petit peu pour ce qu'on a localement en face arrière sur notre AHM. Donc maintenant, effectivement, en ce qui concerne le slot, on va disposer d'ores et déjà de 2 cartes disponibles. Alors évidemment, la possibilité de faire du Dante. Aujourd'hui, c'est forcément assez indispensable. Donc on dispose pour ce faire d'une carte qui va permettre d'injecter 64 modulations et de sortir 64 modulations en Dante de notre matrice. On va pouvoir commuter la fréquence d'échantillonnage à 48 ou à 96 et on est d'ores et déjà compatible avec de l'AES 67. Donc, on pourrait, par exemple, imaginer de causer avec une matrice QSC ou autre produit de l'industrie à ce standard. Autre solution, la carte ES-Link. Donc là, on est sur un format propriétaire Allen & Heath. Donc là, vous voyez que la capacité d'entrée-sortie de cette carte est encore plus importante, 128 par 128 et à 96 kHz. Et on va voir effectivement qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ces fameux bus S-Link. C'est pas terminé. Au-dessus voyez, de notre boîtier, on va avoir la possibilité également d'ajouter des cartes de processing particulières. Et là, à ce sujet, la première carte disponible qui arrive très prochainement, c'est une carte qui va permettre de faire de l'AEC, donc de la suppression d'écho acoustique, dont mes collègues Philippe et Ludo vous ont déjà vanté les mérites. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ça va ouvrir à cette matrice HM tout le champ des possibles vers la visioconférence. On passe maintenant justement à l'éventail un petit peu, vous allez voir qu'il est extrêmement large des solutions d'entrée-sortie qui peuvent être effectivement distantes, mais qui peuvent être aussi rajoutées localement. Donc ça, si vous allez sur le site Allen & Heath, vous allez voir une rubrique qui s'appelle Everything I/O. Donc comme son nom l'indique, on a un petit peu tout type de modules d'entrée-sortie. Alors vous allez voir qu'effectivement, on a des boîtiers portables comme ceci, par exemple, vous voyez, qui possèdent une petite poignée sur le côté. Donc ça va être intéressant lorsqu'on a besoin de déployer des audios ponctuellement pour des événements, par exemple. Et puis inversement, on a des choses vraiment pures et dures d'intégration, des boîtiers qui peuvent être effectivement véritablement installés en fixe, encastrés, etc. Les autres variantes possibles, c'est qu'effectivement, on va avoir certains boîtiers avec des formats propriétaires qu'on va justement pouvoir brancher directement sur le port S-Link qu'on a aperçu à l'arrière de la machine, ou on va avoir d'autres boîtiers qui vont être, par exemple, au format Dante. Ça veut dire qu'effectivement, si on a la nécessité d'aller contrôler des entrées-sorties distantes via une infrastructure réseau, on va pouvoir le faire grâce à ces modules Dante, qui existent donc également en version encastrable, en version installation fixe, ou en version portable pour une mise en place ponctuelle, par exemple.
Donc, vous voyez, plein de différentes sortes de modules avec que des sorties, des combinaisons d'entrée-sortie, des solutions modulaires, si on a besoin, par exemple, d'avoir un mix analogique et AES-EBU, par exemple. On a également un petit boîtier ici très intéressant qui s'appelle le DX Hub, qu'on va voir justement dans un instant dans la vue suivante. Donc, voici un exemple d'architecture avec notre matrice. Donc là, vous voyez qu'en fait, on va adresser de l'audio justement de deux manières différentes. On va utiliser le port S-Link, ce fameux port propriétaire, que l'on va connecter, par exemple, effectivement sur le petit hub qu'on avait aperçu précédemment, qui s'appelle le DX Hub. Donc ça, c'est une liaison propriétaire, effectivement, directement sur le S-Link. Et ce DX Hub va nous offrir la possibilité de nous connecter en étoile. Vous voyez qu'on a autant de branches ici. On peut déjà créer 4 branches vers 4 boîtiers déportés, par exemple, qui eux-mêmes peuvent se cascader avec un second boîtier. Donc, vous voyez qu'on adresse déjà potentiellement en fait, 16 entrées ici sur ce boîtier-là, 16 entrées sur celui-ci. Donc, on a ici sur une branche 32 canaux, donc x4. Vous voyez qu'on a déjà, on arrive aux pleines capacités de ce bus S-Link, comme on a vu précédemment, qui a donc 128 canaux d'entrée-sortie. Donc ça, c'est une manière de faire, utiliser des boîtiers avec ce protocole Allen-Ennis propriétaire. Et l'autre manière de faire, eh bien, c'est effectivement d'utiliser, par exemple, une carte Dante. Et à ce moment-là, on va pouvoir effectivement passer à travers le réseau informatique du bâtiment pour aller adresser des boîtiers encastrés au format Dante ou des boîtiers portables au format Dante. Et donc tout ça à travers des switches, une infrastructure de switch, ou ça peut être également des équipements d'autres marques au format denté, bien évidemment. Alors, vous voyez, ce qui est quand même intéressant, c'est qu'on a parlé d'une matrice 64 par 64, mais vous voyez que tout de suite, rien qu'avec un port S-Link ici, en réalité, on peut adresser beaucoup plus d'entrées-sorties que les 64 que l'on va processer à un instant donné. Et on va, par exemple, si j'équipe ici dans le slot une seconde carte S-Link, j'ai à nouveau 128 canaux d'entrée-sortie. Donc, plus mes entrées-sorties locales, en réalité, vous voyez, effectivement, j'ai bien un système qui peut grossir jusqu'à 268 ressources d'entrée et sortie qui, à un moment donné, on va choisir, effectivement, on va piocher parmi ces 268 lesquels on veut mixer dans notre matrice. Voilà un petit peu la situation. Donc, vous voyez qu'on a quelque chose qui est quand même déjà dimensionné de manière assez importante. Alors, ça, c'était pour l'aspect physique des choses, l'aspect hardware. Maintenant, on va plus rentrer effectivement dans un autre aspect très important sur une matrice, la partie contrôle. Alors, voilà toutes les possibilités dont on dispose en termes de contrôle avec notre HM64. Donc, on avait aperçu tout à l'heure quelques contacts secs des GPIO qui sont à l'arrière de la machine. Si ça ne vous suffit pas, on a la possibilité en fait, de rajouter des boîtiers GPIO qui vont être distants sur le réseau de contrôle. On est vraiment sur la prise network à l'arrière de la machine via des switches, tout simplement. On va pouvoir comme ça brancher des boîtiers distants. Donc là, pour vous donner une idée, un boîtier GPIO comme ça possède 8 entrées et 8 sorties. Donc on pourra en mettre effectivement localement là où elles sont nécessaires. Donc première possibilité pour faire du contrôle. Deuxième possibilité, on a effectivement la possibilité de designer en fait, des interfaces utilisateurs sur des écrans. Donc ça, c'est une possibilité qui s'appelle Custom Control, qu'on va détailler dans un instant. On a après des outils beaucoup plus dédiés. Vous voyez, ce sont véritablement des télécommandes physiques. Là, encore une fois, hérités de l'environnement des consoles Allen-Ennis. Donc, vous voyez, par exemple, ici, l'IP8, 8 faders motorisés avec des tranches que l'on peut labelliser, etc.,
des différentes couches en fait, de fader qu'on va pouvoir contrôler, comme sur une console numérique. On a également une version avec des rotatifs plutôt qu'avec les faders motorisés. Et on a une petite version qui s'appelle IP1, qui va être évidemment peut-être aussi peut-être la plus utilisée effectivement en intégration. Ça va être un petit boîtier donc encastrable en mural qui va vous permettre effectivement d'agir sur votre matrice, par exemple pour sélectionner des sources ou rappeler des configurations de zone, par exemple. Et puis pour terminer, bien évidemment, aujourd'hui, on ne peut pas faire sans les automates audiovisuels. Donc, on a évidemment un protocole de pilotage IP qui va nous permettre d'envoyer des ordres à notre matrice ou d'interroger celle-ci sur son état, de manière à pouvoir faire des scripts tout à fait dans l'air du temps. C'est pas terminé, évidemment. On a également l'outil propriétaire, qui est le logiciel en fait, de programmation de la machine, qui s'appelle System Manager. Donc, ce System Manager permet d'une part, effectivement, de configurer la matrice, mais ça peut servir à, par exemple, un directeur technique du lieu, de la salle, par exemple, d'agir aussi en termes d'audio sur la matrice elle-même, bien évidemment. Donc, voilà toutes les possibilités. Donc, vous voyez qu'on a une offre qui est exhaustive dès le départ en termes de contrôle sur cette matrice Allen. Alors effectivement, une petite parenthèse sur ce custom control. Donc, qu'est-ce que c'est que ce custom control? C'est la possibilité effectivement de fabriquer des interfaces utilisateurs simplifiées pour l'utilisateur final, et ce aussi bien sur des tablettes que sur des smartphones. Alors, l'idée, c'est qu'on va pouvoir effectivement, selon le profil de l'utilisateur, selon la taille de la plateforme, en fait, personnaliser avec un minimum de boutons, un minimum de faders ou de rotatifs pour donner l'accès uniquement, selon le profil d'utilisateur, uniquement aux fonctions dont il aura besoin. Alors, ce qui est intéressant, c'est que comment ça se passe? On va utiliser un logiciel de design qui va fonctionner aussi bien sur Mac que sur PC. Donc, vous voyez, l'idée, c'est que là, on a une bibliothèque de fonctions et on va pouvoir glisser, déposer les boutons, les faders, les rotatifs, etc. sur la vue d'ensemble qui va nous permettre de fabriquer cette interface sur mesure. Alors, on peut bien sûr importer des visuels, des photos ou le plan du lieu, par exemple, et puis on va, comme ça, de cette manière-là, pouvoir positionner, par exemple, un rotatif au-dessus de chaque pièce pour symboliser l'accès au réglage de niveau, par exemple. Et évidemment, vous allez télécharger une appli pour chaque machine client, sur chaque smartphone, chaque tablette. Et puis là, vous voyez qu'on est absolument exhaustif. Ça peut se faire sur iOS, sur Android, mais également sur les ordinateurs, en Windows ou en macOS. Donc, on va pouvoir faire des interfaces vraiment pour tous les goûts, etc. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que les designs dont on a parlé précédemment, qu'on a fabriqué avec ce Custom Control Editor, ils vont être stockés dans la matrice elle-même. Ça veut dire qu'à chaque connexion, en fait, le client final va accéder à la dernière version du design. Si vous avez fait une modif hier, par exemple, l'utilisateur va s'apercevoir qu'il a un nouveau bouton accessible parce qu'il y a eu une mise à jour. Donc ça c'est très intéressant parce que vous n'aurez pas besoin comme ça véritablement de télécharger dans chaque machine cible l'interface en question. Il suffira que l'utilisateur ait son identifiant et son mot de passe et il va directement se retrouver avec la dernière version de son interface. Voilà. Alors, quelques exemples d'applications maintenant. Alors, on va commencer avec un cas vraiment très basique. Ça peut être un restaurant, un bar, ça pourrait être une grosse boutique avec plusieurs zones ou un hôtel, par exemple, avec plusieurs pièces d'accueil, etc. Donc là, l'audio, l'idée, c'est qu'on a effectivement notre matrice qui est centrale
à l'intérieur de laquelle on va injecter les différentes modulations. Ça peut être effectivement des lecteurs de vidéos, des lecteurs de médias d'une manière générale. On peut avoir aussi quelques micros qui sont branchés, vous voyez, directement en analogique sur la matrice, donc quelque chose vraiment de très simple en termes d'infrastructure audio. Là, l'originalité, c'est qu'on va pouvoir effectivement, dans chacune des pièces, effectivement, utiliser des petits boîtiers muraux qui vont nous permettre effectivement, dans chacune des salles, de sélectionner les sources ou de rappeler un scénario d'utilisation particulier. Et puis évidemment, vous pourrez, si vous le souhaitez, si vous avez besoin, déployer des entrées-sorties là où nécessaire, en rajoutant les boîtiers de diverses manières, comme on a vu précédemment. Donc voilà, une installation assez simple. Une version un petit peu plus évoluée maintenant. Donc vous voyez que ici, la distribution audio, cette fois, on va la faire avec une carte Dante. Donc effectivement, on a un switch qui nous permet d'adresser en Dante les différentes salles, différentes pièces de notre bâtiment. Donc ça pourrait être par exemple un centre de conférence. Donc dans chacune des salles de conférence, on a un boîtier, une connectique locale qui va nous permettre de brancher nos micros, de brancher nos systèmes de diffusion. Et puis la partie contrôle, là, qui est symbolisée de couleur verte, qui va nous permettre, par exemple, de brancher des télécommandes comme ces IP8 qui vont permettre de faire un petit mix local très simple, simplifié véritablement à l'extrême pour que l'utilisateur final éventuellement puisse monter un jingle ou ouvrir un groupement de micros, par exemple. Et puis, bien évidemment, l'intérêt de cette solution centralisée, c'est que le directeur technique de la salle, lui, il va pouvoir, avec son ordi et l'application System Manager qui se trouve ici, il va pouvoir se déplacer dans le bâtiment et en Wi-Fi, il pourra véritablement monitorer tout ce qui se passe et vérifier que tout fonctionne bien. Chaque utilisateur final pourra, avec son smartphone ou sa tablette, accéder également à des réglages simplifiés dont on lui aura donné accès. Et puis, bien évidemment, comme on est sur une distribution en Dante, on pourra à n'importe quel moment monitorer l'audio absolument partout et puis enregistrer, etc., en multipiste, les conférences. Voilà, donc une solution assez globale. Voilà pour les applications. Donc, est-ce que éventuellement il y a déjà des questions en ce qui concerne le hardware ou le contrôle? Alors oui, Bruno, j'ai une question. On me pose la question de savoir si l'HM64 intègre un limiteur de pression sonore par rapport à la législation. Bonne question. Non, pour le moment, pas de limiteur effectivement de niveau sonore. On va voir qu'on va avoir du processing de diffusion sur la HM64, mais qui est un processing de diffusion effectivement véritablement de gestion d'enceinte, d'optimisation de systèmes de diffusion, comme on a sur effectivement des processeurs de diffusion dédiés, mais en tout cas pas de système de limitation sonore au sens légal du terme pour le moment. C'est tout pour le moment. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions par la suite ou jusqu'à la fin, on pourra y répondre, il n'y a pas de souci. Vous pouvez nous envoyer vos questions. Alors, écoutez, on va maintenant du coup enchaîner avec la seconde partie. Donc, cette fois, on va s'intéresser un petit peu plus à ce qu'on a à l'intérieur de notre matrice. Donc moi, écoutez, dans un premier temps, ce que j'ai vraiment trouvé intéressant, c'est la simplicité de prise en main de cet outil. Donc là, je vous ai représenté, par exemple, sur cette vue-là, la vue globale des processing de sortie de la matrice. Et vous voyez qu'on est sur une architecture vraiment très simple à prendre en main. Vous voyez que notre bus de sortie, il est symbolisé par cette ligne horizontale et que chacune des cases représente un processing particulier. Donc, il suffira évidemment d'aller cliquer dans une case pour ouvrir une fenêtre et accéder aux réglages en question. Donc, quelque chose vraiment d'assez vraiment très intuitif à prendre en main.
Ça, c'est le premier aspect. En termes de ressources maintenant de processing audio, là, je vous ai détaillé, vous voyez sur la droite, un petit peu tout ce dont on dispose à l'intérieur de notre matrice, sur les voies d'entrée et sur les voies de sortie. Donc, vous voyez qu'on a une voie d'entrée en fait, qui est digne d'une console numérique déjà très, très haut de gamme. Vous voyez qu'on a bien sûr tout ce qui est traitement de la dynamique. Et même, par exemple, sur la partie égaliseur, on a des paramétriques 8 bandes. Donc là, on est même très au-delà de ce qu'on a sur la moyenne des consoles numériques utilisées aujourd'hui. Donc, quelque chose qui est vraiment très, très sérieux. Et rares aussi sont les matrices qui proposent une telle quantité et qualité de processing. Donc ça c'est un aspect à noter. Voilà, donc en résumé, quelque chose qui devrait vraiment satisfaire les plus exigeants en termes de qualité audio. On va disposer dans notre matrice également de mixeurs automatiques. Alors là, les possibilités de mixage automatique, vous allez voir aussi qu'elles sont assez importantes parce qu'en réalité, on dispose en fait de 8 en fait, mixeurs automatiques à l'intérieur de notre matrice. Ça veut dire que potentiellement, avec cette matrice, on pourrait processer 8 groupes de discussion, par exemple, ou comme dans notre exemple tout à l'heure, avoir différentes salles de conférences. 8 à gérer jusqu'à 8 discussions, 8 conférences simultanément, par exemple. Donc ça, les émulations de mixage automatique qui sont à l'intérieur reprennent, pour ceux qui connaissent, en fait, les algorithmes, même si on n'a pas le droit de citer le nom, oralement on peut le dire, qui sont très inspirés des grands standards de l'industrie. Et là, on a notamment la possibilité de fonctionner en mode de GAN, par exemple, pour ceux qui connaissent, donc quelque chose de très efficace et très simple à utiliser. Sélecteur par zone, donc ça, ce zone sélecteur, ça va vous permettre de faire deux choses. Comme son nom l'indique, on va pouvoir bien sûr commuter des sources pour chacune des zones de diffusion, mais au-delà, on va aussi pouvoir rappeler donc fabriquer des scénarios qu'on va pouvoir rappeler pour chacune des zones. Donc ça, c'est très intéressant, très bien pensé. Les fonctions d'appel, qu'on appelle le paging. Donc ce paging, basiquement, c'est très simple. Il suffit de brancher un micro sur une entrée de la matrice. Après, la question, c'est comment on va contrôler ce paging. Donc là, vous allez voir qu'on a plein de possibilités pour faire du paging. On peut soit utiliser effectivement nos télécommandes physiques, soit directement utiliser des contacts secs, des contrôles externes en IP, ou pourquoi pas fabriquer des interfaces spécifiques avec notre custom control. Alors là, on rentre dans des choses un petit peu plus spécifiques. On va avoir un algorithme qui s'appelle ANC pour Ambient Noise Compensation. Donc là, l'idée, c'est qu'on va utiliser une entrée de la matrice pour brancher un micro de mesure. Ce micro de mesure, on va le placer dans la salle, dans la zone dans laquelle on veut adapter en fait le niveau de diffusion au bruit mesuré en fait. Groupement de contrôle, donc ça a un petit peu la même idée que sur les consoles numériques, en fait, pour ceux qui connaissent les DCA. Donc là, l'idée, c'est qu'en fait, avec une tirette, un fader, on va pouvoir en fait en asservir plusieurs. Donc ça peut être aussi bien des voies d'entrée, mais ça peut aussi être des sorties que l'on va pouvoir comme ça contrôler, grouper, de manière à pouvoir agir sur plusieurs d'entre elles. On a la possibilité dans notre matrice également on a un lecteur en fait intégré, un lecteur stéréo qu'on peut même convertir en double mono, le cas échéant, si on veut en avoir deux autonomes. Donc là, l'idée, c'est que ce qui est intéressant, c'est qu'on peut stocker l'audio à l'intérieur de la matrice directement.
Et on va pouvoir déclencher ces audios de plein de manières différentes selon les interfaces. Ça peut être dans un preset ou ça peut être sur des boutons spécifiques qu'on va pouvoir asservir à nos différentes possibilités de contrôle. On peut lire soit du qualitatif, WAV, jusqu'à 24 bits entre 44.1 et 96K, ou du MP3 si on est sur de l'audio plus basique, mais qu'on peut du coup stocker en grande quantité. Level Sensing, une autre fonction un petit peu plus pointue qui va nous permettre de customiser en fait, des actions particulières en déclenchant en fait, ces actions à partir de seuils audio. Donc, on va commencer à faire des choses beaucoup plus spécifiques. Processeur de diffusion, effectivement, donc on a la possibilité de traiter en fait même pour des enceintes relativement haut de gamme, parce qu'on va pouvoir comme ça traiter, comme vous le voyez ici sur cet écran, jusqu'à des systèmes 4 voix. Donc on peut avoir par exemple un sub plus des enceintes en 3 voix actives, par exemple, avec pour chacune d'entre elles, effectivement, le choix des fréquences de coupure, évidemment, le type de pente, type de filtre, égalisation évidemment sur les sorties, en graphique ou en paramétrique, des delays pour mettre en phase les différents composants à l'intérieur d'une enceinte, par exemple. Et effectivement, on dispose de limiteurs à ce niveau-là, mais ce ne sont pas des limiteurs au sens légal du terme, ce sont des limiteurs qui vont protéger électroniquement chacun des composants des enceintes pour éviter la casse lors d'une mauvaise utilisation, par exemple. Donc là, en tout cas, on retrouve vraiment toutes les fonctionnalités qu'on a sur des processeurs dédiés qu'on peut trouver par ailleurs dans l'industrie. Évidemment, on va pouvoir mémoriser nos réglages dans des scénarios préétablis, donc faire des presets. Ce qui est intéressant ici, c'est que les presets ne vont pas forcément affecter l'ensemble de notre machine. On va pouvoir, grâce à la fonction scope, définir en fait l'étendue d'action en fait du preset de manière à ce que justement soit rappelé uniquement une petite partie de paramètres. Ça peut être un réglage d'égalisation pour un micro, ou ça peut être un ensemble de mixage, par exemple pour toutes les sources qui sont présentes dans une pièce. Et tout ça, on va pouvoir en stocker jusqu'à 500 à l'intérieur de notre machine. Autre aussi petit bonus, c'est qu'on va pouvoir faire des crossfades en fait, entre les presets. C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire des fondus enchaînés au niveau de l'audio de manière à ne pas avoir de coupure franche dans l'audio à chaque commutation. Et de manière quand même assez pointu dans le sens où on va pouvoir régler nos fondus enchaînés fonction par fonction, donc quelque chose qui est déjà très avancé. Et la planification d'événements, event, donc ça va nous permettre effectivement, en utilisant l'horloge de la machine, de pouvoir automatiser certaines fonctionnalités. Par exemple, tel jour de la semaine, à telle heure, il faudra diffuser un jingle, il faudra baisser le son parce qu'on rentre dans une nouvelle application. On peut imaginer tout ce que l'on veut à ce niveau-là. Et puis pour terminer, un petit bonus, c'est la fonction Tilelines. Alors cette fonction Tilelines, elle est très intéressante parce que, si vous vous souvenez, tout à l'heure, on a parlé qu'effectivement, on a une matrice 64 par 64, mais au-delà de ces voies mixables, quelque part, on dispose la possibilité de gérer énormément de sources, jusqu'à 268 sources et 268 destinations. Ça peut se faire en Dante, ça peut se faire via des entrées analogiques ou en AES-EBU, etc., selon les boîtiers d'extension qu'on va ajouter à notre système. Et ce qui est très intéressant, c'est que cette grille, en fait, Tilelines, va vous permettre de router en fait toutes les modulations, toutes les ressources audio qui rentrent dans la matrice vers les sorties disponibles. Donc en fait, vous disposez d'une énorme grille de commutation et de distribution du signal. Et ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez utiliser cette grille totalement indépendamment du processing interne. C'est-à-dire que vous ne mangez pas de ressources en fait, à votre matrice. Donc ça peut se faire avec des entrées locales, des entrées qui seraient déportées en S-Link ou via les slots.
Donc une énorme grille de commutation et de conversion de format aussi à travers les différents boîtiers utilisés. Voilà pour les... Je vous ai détaillé dans cette deuxième partie les fonctions, moi, que je trouvais intéressantes et originales par rapport à ce qu'on trouve habituellement dans les matrices. Je vous propose maintenant de faire un petit résumé. Notre HM64, vous avez vu qu'on va pouvoir faire de la suppression d'écho acoustique, donc faire de la visioconférence. On a la possibilité d'asservir le niveau de diffusion à un micro de mesure, par exemple dans un centre commercial, évidemment à 9 h du matin ou à 16 h le samedi après-midi, il n'y a pas la même influence. Et donc, ça peut être intéressant de moduler en fait, notre niveau de diffusion à ce bruit mesuré par un simple micro. On a la possibilité de faire du mixage automatique, jusqu'à 8 mix automatiques dans la matrice. Évidemment, des fonctionnalités d'appel avec de se constituer des pupitres, la possibilité bien sûr de sélectionner non seulement des sources assez basiques sur n'importe quelle matrice, mais on va aussi pouvoir rappeler des presets préétablis pour chacune des zones. On va pouvoir contrôler un certain nombre de niveaux de manière globale. On va pouvoir lire de l'audio directement stocké dans la matrice. On va pouvoir déclencher des événements à partir de seuils audio. On va pouvoir processer des systèmes d'enceinte, même relativement déjà haut de gamme, on peut le dire. Effectivement, d'avoir aussi des presets évolués avec ces fondus enchaînés et la possibilité d'aller rappeler vraiment des choses très, très précises qui ne concernent qu'un tout petit bout de l'installation, par exemple. De déclencher des événements planifiés. Et puis cette fameuse grille qu'on vient de voir, Timelines. Et pour terminer, vous l'avez compris, en termes de contrôle, on a cette possibilité très intéressante aussi de designer des interfaces d'utilisation sur mesure pour chaque profil d'utilisateur. Donc comme vous le voyez, on a une machine qui est peut-être moins pointue dans l'absolu que les solutions que Philippe vous a présentées tout à l'heure avec les solutions QSC, là où on a quelque chose qui est hyper technique, hyper pointu, qui va permettre d'aller très très loin. Là, on va rester sur des choses peut-être plus basiques, mais vous voyez qu'on répond quand même à peut-être 90 ou 95% des besoins des installations audiovisuelles classiques. Voilà, un petit peu pour le résumé de cette solution. Donc maintenant, je vous propose effectivement maintenant de vous faire part un petit peu de ce qui, selon moi, sont les aspects les plus intéressants sur cette solution. Donc en résumé, c'est une solution tout d'abord qui est assez simple à prendre en main. C'est-à-dire que vous n'allez pas passer des jours forcément à vous former sur le produit. On a quelque chose qui va être vraiment très facile à mettre en œuvre. Donc du coup, il y a une économie là, de ressources évidente en ce qui concerne la main-d'œuvre. Deuxième point qui me paraît très intéressant, c'est qu'on dispose de ressources qui sont vraiment très importantes, à la fois en termes d'entrée-sortie et à la fois en termes de processing, à la fois quantitativement, mais également qualitativement. Et donc ça, c'est un produit qui va se distinguer d'énormément de solutions qui sont disponibles sur le marché à ce niveau-là, surtout quand vous allez voir le prix qui est quand même assez attractif quand on prend la mesure de tout ça. Évidemment, un autre point fort, c'est que cette matrice, elle n'arrive pas toute seule, elle bénéficie de tout l'écosystème que l'on a déjà sur les consoles. Donc, c'est les possibilités justement de se raccorder à ces consoles très facilement avec les bus propriétaires. Et puis, on dispose également de tous les boîtiers d'entrée-sortie à tous les formats qu'on va pouvoir délocaliser. Donc, on peut mettre quasiment autant de boîtiers qu'on veut là où nécessaire. Vous avez vu qu'on a également des petites interfaces dédiées en ce qui concerne le pilotage avec des faders, etc. Autre aspect très intéressant, c'est que justement avec ces boîtiers propriétaires ou avec ces télécommandes propriétaires qui vont être par exemple encastrées en mural, eh bien, c'est que les mises à jour peuvent être totalement centralisées. C'est-à-dire quand vous allez faire la mise à jour de la matrice, eh bien, automatiquement,
tous les équipements qui vont être reliés en réseau sur cette matrice vont se trouver être mis à jour. Donc là, encore une fois, en termes de suivi d'installation pour vous les intégrateurs, c'est vraiment très intéressant. Ça vous pas besoin d'aller prendre les produits un à un, de se brancher pour faire une mise à jour sur chacun d'entre eux. Donc en termes de suivi, c'est aussi très, très intéressant. Et puis, pour finir, vous avez vu, on a déjà une exhaustivité en termes de possibilités de contrôle. Donc voilà, moi, c'est les aspects que je trouve très intéressants sur cette solution-là. Donc, est-ce qu'il y aura éventuellement des questions? Alors oui, Bruno, j'ai 2 questions concernant l'écosystème. On me demande si les préamplis des boîtiers déportés, donc boîtiers DX, DT, sont les mêmes que ceux qui équipent les mix-racks de la série des lives. Deuxième question, dans quel cas préférer des boîtiers du protocole Aleneth ou des protocoles Dante? D'accord, très bien. Alors, en ce qui concerne effectivement les boîtiers, donc les boîtiers sont exactement les mêmes que ceux qu'on utilise sur les consoles les plus haut de gamme de chez Allen Ennis. Donc, ce qui est intéressant, c'est que vous bénéficiez effectivement d'une qualité maximale qui va vraiment dans la continuité de la qualité du moteur audio de la HM64. Donc, quelque chose qui est déjà... voilà, vous avez une qualité d'emblée qui est globale. Alors, l'autre question, elle est très intéressante en ce qui concerne, effectivement, on a quelque part deux technologies. On a ces boîtiers propriétaires, on a les boîtiers Dante. Alors, effectivement, on serait tenté de dire, aujourd'hui, c'est le Dante qui est incontournable. Oui, c'est vrai qu'on a la solution Dante qui permet d'être compatible avec tout le monde. Le gros avantage de cette solution Dante, effectivement, c'est que dès qu'on a besoin de faire ce qu'on appelle la VoIP, donc d'envoyer l'audio sur IP, on a une solution toute faite et qui est universelle avec tous les autres fabricants. Ça, c'est le gros point fort. Le point faible maintenant, c'est qu'effectivement, lorsqu'on a besoin de déployer très rapidement de l'audio, c'est quand même des solutions qui requièrent des réglages réseau, d'adresse IP, et aussi la nécessité d'utiliser l'application de chez Audinet qui s'appelle Dante Controller pour faire le routing en fait des différentes sources vers les destinations. Donc, c'est là où les boîtiers propriétaires Allen Ennis sont intéressants parce qu'on a une solution à l'inverse qui va être totalement plug and play. C'est-à-dire que là, on va être sur de la connectique qui est point à point. C'est-à-dire qu'effectivement, on ne va pas pouvoir transiter à travers des switches, à travers une infrastructure réseau. Ça, on va dire que ça pourrait être le point faible. Par contre, le point fort, c'est que si on a besoin de déployer des entrées-sorties très rapidement pour, par exemple, des événements particuliers dans des salles qui auraient une vocation pluridisciplinaire, par exemple, eh bien, ça va se faire vraiment ça peut se brancher à chaud, c'est fonctionnel dans la demi-seconde et il n'y a aucun réglage, on est vraiment sur une solution plug and play. Voilà un petit peu les points forts et les points faibles en réalité des deux solutions. Donc, ce qui est surtout intéressant, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a avec notre matrice un petit peu le meilleur des deux mondes. Vous pouvez utiliser l'un ou l'autre de ces types de boîtiers pour accorder vos audios. Voilà. C'est tout, Bruno, merci. D'autres questions? Bon, écoutez, en tout cas, n'hésitez pas à nous joindre. Je reste à votre disposition, évidemment, pour répondre à toutes vos questions. Et puis, écoutez, merci de votre attention pour maintenant et pour toutes les sessions précédentes. Donc, moi, je reste à votre disposition comme le reste de l'équipe pour étudier vos projets et bien sûr aller plus loin avec vous.